Bonsoir. Portative, performante, toujours disponible, voici la caméra du 21e siècle. Désormais, tout le monde filme avec son téléphone portable, tout le monde filme le moindre événement et diffuse instantanément sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, à quoi servent encore les journalistes? Comment peuvent-ils se faire entendre pour continuer à jouer leur rôle de contre-pouvoir? Où en est-on de la liberté de la presse en Guyane et dans les Outre-mer? Ce soir, nous allons parler du présent et de notre avenir à tous, la révolution numérique, la presse et la démocratie. Sur le plateau, 4 journalistes pour en débattre. Edoui Plenel, cofondateur du site Mediapart, 45 journalistes dévoués à l'investigation, pas de pub, pas d'actionnaires milliardaires, mais 140 000 abonnés, et oui, c'est le gage de... 150 000. 150 000, c'est le gage de l'indépendance. Pierre Rossovitch, chef de centre à France-Guyane, depuis 10 ans, l'homme du numérique dans le quotidien guyanais. Bonsoir. Frédéric Farine, journaliste à GuyaWeb depuis 2013, correspondant de l'agence France Presse. Vous avez pris des coups, au propre comme au figuré, et vous en donnez aussi dans vos enquêtes. Et puis Jessie Xavier, à Guyane la Première depuis 2010, politique, économie, dossier de fond. Vous avez la Guyane et le métier de journaliste au cœur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous attendons également vos commentaires et questions sur la page Facebook de Guyane la Première, mais aussi sur notre numéro WhatsApp au 06 94 42 73 07. 06 94 42 73 07. Edoui Plenel, revenons d'abord sur votre parcours avec ce reportage signé Franck Lecomte. Si son nom ne vous dit rien, sa moustache et ses prises à partie des grands décideurs, souvent des chefs d'État, certainement plus. Edoui Plenel est un journaliste politique, le fondateur de Mediapart, le célèbre site web d'information dont l'investigation est souvent citée en exemple et parfois aussi fait polémique. Pour prendre l'exemple le plus récent, l'affaire Benalla a été connue grâce au travail des journalistes de Mediapart. On peut citer aussi les révélations des affaires Bettencourt, Cahuzac ou l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Edoui Plenel a été auparavant directeur de la rédaction du Monde. C'est là qu'il s'est fait connaître dans les années 80 pour ses enquêtes, souvent liées à l'époque à la présidence de François Mitterrand. Ce journaliste engagé, plutôt dans les sphères trotskistes, connaît bien les Outre-mer. Il a grandi sur l'île de la Martinique, où il a cultivé un certain engagement anticolonialiste. Edoui Plenel, alors vous avez quitté Le Monde de votre aveu même sur une défaite, mis en minorité à la rédaction, il y avait un vote des journalistes. En 2008, vous créez avec d'autres Mediapart. Alors, à l'époque, beaucoup vous ont un peu traité de fou, enfin vous et les autres de Mediapart, en disant ça ne marchera jamais un site web d'investigation payant. On a voulu combattre cette illusion de la gratuité publicitaire. On a voulu défendre la valeur de notre métier et du coup reconstruire une relation de confiance avec le public. Le journalisme, c'est produire des informations d'intérêt public. L'opinion, ça appartient à tout le monde. Le témoignage, ça appartient à tout le monde. Nous, on a un travail. Ce travail, c'est aller chercher des informations inconnues, inédites, des informations pertinentes qui font sens. Et si on fait ça, le public est au rendez-vous. Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que vous étiez un homme de la presse écrite, vous êtes même un homme du monde, quoi. Oui. Qu'est-ce qui a été le déclic pour se dire, allez, on y va? Le déclic est double. Il y a un déclic profond qui est la crise d'indépendance. Il y a une crise d'indépendance. D'ailleurs, on le voit dans les critiques, hélas souvent violentes, dont nous faisons l'objet, nous les journalistes. Des journaux contrôlés par des intérêts extérieurs au métier de l'information, des médias contrôlés par des oligarques, pourrait-on dire, dont c'est pas le métier. Tout ça, le public n'aime pas. Et puis l'autre déclic, c'est ce qui est au cœur de ce dont on va débattre, la révolution numérique. Comme toute révolution industrielle, et il y en a eu avant, eh bien, ça, c'est une révolution de l'information. Et moi et nos amis, nous avons voulu dire que, loin de nous déstabiliser,
ça nous oblige à nous remettre en cause au meilleur sens du terme. Ça remet le journaliste à sa place. Et même, je dirais que ça le rend plus qu'avant, en le sortant de son confort, comme un fantassin de la démocratie, comme quelqu'un qui est au cœur d'un droit fondamental qui est plus important pour moi que le droit de vote, qui est le droit de savoir. Les autres, peut-être une réaction Oui, vous avez... Frédéric Farine. Oui, vous avez mis maintenant la liberté de la presse au même niveau que le droit de vote. Dans un de vos précédents livres, vous rappeliez que Victor Hugo le mettait juste en dessous que le suffrage universel. Donc pour vous, maintenant, la liberté de la presse, c'est aussi important que le droit de vote. Non, le discours de Victor Hugo, qui est sur la Deuxième République, il dit il y a les deux. Oui. Mais il n'y a pas de droit de vote. Il n'y a pas de droit de vote, dit-il. C'est pour ça que ce n'est pas contradictoire. Oui, d'accord. L'un et l'autre sont intimement liés. Oui, c'est-à-dire que si je vote sans savoir ce qui est d'intérêt public, je suis comme un aveugle. Je peux voter pour mon pire ennemi et pour mon pire malheur. Entre nous, nous sommes ici sur ce continent. C'est au cœur du débat qu'il y a eu avec l'élection brésilienne. Est-ce qu'il y a des médias indépendants? Quel est le rôle de WhatsApp et de toutes les campagnes qui ont été sponsorisées par les industriels brésiliens? Est-ce que la rumeur, les mensonges, les fake news n'ont pas été au cœur? Donc là, nous avons une bataille. Nous, journalistes, on ne peut pas être spectateurs. On est de ce point de vue, et d'où ce que je convoque un peu les idéaux républicains, démocratiques et sociaux. Je pense qu'on est au cœur d'une bataille essentielle aujourd'hui. Jessie Xavier. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec effectivement cette entreprise créée sur le web, Mediapart, il y a eu un avant et un après. Ça, on va dire, fait école, puisque on a vu d'autres formats intégrés dans d'autres médias en calquant ce ton, cette pugnacité. Je pense que après, il faut être aussi clair. Il n'y a pas un modèle de presse, il y en a plusieurs. Et lorsqu'il y a des basculements comme ça, ce qui est intéressant, c'est comment après ça essaime dans les autres médias. On l'a vu par exemple avec le temps décalé de Yann Barthès sur Canal+, qui a donné lieu après sur France 2 à l'œil du 20h. On a très bien vu qu'il y avait là une contamination quelque part. Donc voilà, la presse se remet en question et évolue. Et si on écoutait les jeunes, puisqu'on parle de révolution numérique, alors mettons le cap sur la ville, une des villes la plus jeune en Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni. Éric Léon a demandé à des lycéens « Qu'attendez-vous des journalistes ?» On écoute les réponses. Plus précisément pour la vérification des sources, c'est de bien vérifier les sources avant de publier. Enfin, voilà. Ce que moi j'attends des médias, c'est qu'ils fassent passer les informations un peu plus sur les réseaux sociaux. Parce que nous, en tant que jeunes, nous sommes plus connectés sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, Facebook, Snapchat ou autres. J'attends que la presse d'aujourd'hui se diversifie plus au niveau du numérique, car certes, il y a des notifications sur les téléphones portables, mais les articles qui sont concernés sont soit trop longs, soit trop détaillés, ce qui n'attire plus la nouvelle génération. On représente mieux l'Ouest guyanais, parce qu'on est déjà 45 000, plus de 45 000 à Saint-Laurent, et c'est une population très jeune, et je pense qu'on mérite plus d'attention au niveau des médias, et une meilleure visibilité, qu'on parle plus de nous. Pierre Rossovitch, vous êtes à France Guyane, j'ai dit l'homme du numérique en introduction. Le site web de France Guyane, c'est quoi, une bonne dizaine d'années maintenant, un peu plus? Oui, lancé en 2008, ouais, donc 10 ans. 2008, voilà, 10 ans, comme Mediapart, tiens. Alors, comment vous réagissez à ces paroles de jeunes, des articles courts, utiliser à fond les réseaux sociaux, Snapchat, etc. C'est un tournant que vous essayez de prendre à France Guyane? Oui, tout à fait. Ce qu'on sait, c'est que la lecture sur Internet et sur papier est différente. Donc forcément, les lecteurs sont demandeurs d'articles plus courts. On parle beaucoup des réseaux sociaux, mais il faut savoir que réseaux sociaux ne riment pas avec gratuité. Le tout gratuit, comme disait M. Plenel dans son manifeste pour Mediapart, c'est un mirage. Le tout gratuit va niveler l'information vers le bas. France Guyane est sur abonnement également. Enfin, il y a une partie... Il y a une partie, c'est mixte. Il y a une partie payante et une partie gratuite, déverrouillée. Alors, le vol de contenu, Pierre Rossovitch, vous en avez parlé en préparant cette émission. On prend sur WhatsApp, on prend en photo un article de France Guyane, sur la version écrite ou même numérique, je pense, et puis ça tourne sur WhatsApp. Vous avez constaté déjà à plusieurs reprises. Ça s'avère être du vol de contenu et c'est dommageable pour l'entreprise. Juridiquement, c'est du vol de contenu, mais après, je pense qu'il y a une éducation à faire, puisque les gens qui font ça, la plupart ne sont pas malveillants. Ils ont acheté leur journal ou ils ont cliqué, ils pensent qu'ils peuvent partager ça à leur cercle, à leur réseau. Or, il y a un investissement, il y a un travail fourni.
on ne peut pas partager ça gratuitement sur les réseaux sociaux. Et c'est parfois massif ? C'est parfois massif, oui. Edoui Plenel, Mediapart, victime de vol de contenu aussi non, ou pas? Je n'emploierai pas cette formule. C'est-à-dire que c'est abusif? Oui, non, mais comme vous savez, le journal papier, avant, quand il était dans le café du village où tout le monde allait, il passait dans plusieurs dizaines de mains. C'est dans le journal, je te le passe, etc. Donc pour moi, le partage, il fait partie, vous savez, Mediapart, moi ce que je demande, c'est qu'on dise où est l'origine, qu'on ne trahisse pas d'où ça vient. Et par ailleurs, plus ça circule, plus ça fait école. L'abonné fait l'abonné. Nous, vous savez, on a créé quelque chose à Mediapart et je conseille tout le monde de l'utiliser. Vous êtes abonné à Mediapart, vous avez un petit bouton rouge, vous pouvez offrir autant d'articles que vous voulez à autant d'amis que vous voulez. Vous en avez 1000, vous voulez faire connaître un article à 1000 amis, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont lire cet article, ils vont le trouver intéressant, ils vont vouloir aller à côté. Et là, on va leur dire, faut payer. Et au bout du compte, l'abonné fait l'abonné. La recommandation fait la recommandation. En clair, mais là, on mène tous la même bataille. Ce qu'il faut, c'est construire des fidélités du public. Et c'est là où il y a eu une illusion. L'idée que le numérique changeait toute la donne. Par exemple, bien sûr qu'il y a des articles courts, mais en même temps, nous, on fait des articles très longs. Il n'y a pas de formatage. On peut faire toutes sortes de modèles différents. Et donc, encore une fois, l'essentiel, c'est la valeur du contenu. Est-ce qu'on apporte des choses aux gens qui leur sont utiles ? C'est ce que disaient les lycéens. Et de ce point de vue, ils étaient très pertinent. Frédéric Farine, alors on rappelle que Guya Web, c'est en grosso modo un tiers de recettes liées à l'abonnement, 2 tiers liées à la publicité. Donc vous êtes sur un modèle mixte, vous aussi. Oui. Je rejoins un peu, ce qui vient de se dire, c'est que nous, ce qu'on constate à Guya Web, c'est qu'on se base sur la singularité des sujets, c'est-à-dire qu'on essaye d'approfondir. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on sort une enquête qui ne sort pas ailleurs, c'est très lu. C'est-à-dire que les enquêtes réservées aux abonnés sont plus lues que les articles en accès libre qui font un peu la même chose que les communiqués, etc., qu'on voit ailleurs. Donc la singularité, ça joue beaucoup. L'approfondissement joue beaucoup. Les gens n'hésitent pas à lire plusieurs pages, on a les chiffres qui le prouvent. Après, ça dépend, le public est certainement un public de personnes aussi initiées à ce genre d'enquête, etc. Je sais qu'on est beaucoup lu dans le milieu judiciaire local. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas de règle absolue, mais les enquêtes de fond, les gens s'y intéressent et prennent le temps de les lire. Je rebondis sur ce que vous dites, Frédéric Farine, parce que cette question du contenu, elle est importante, c'est vrai, mais je retiens également dans les propos de l'une de ces jeunes lycéennes qui parlait WhatsApp, Snapchat, des réseaux sociaux, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire que oui, il y a un public averti, et puis il y en a un autre qu'il faut aller chercher, c'est l'enjeu aujourd'hui des vieux médias, des médias mainstream, c'est de se repenser. La télé, la radio, la presse écrite. Oui, quand on voit que votre ancien média Le Monde a développé une stratégie sur Snapchat pour proposer l'ensemble de l'actu en condensé, c'est une façon d'aller chercher un public qui ne viendrait pas par ailleurs, et peut-être un jour qui cliquera pour aller sur le site. Ouais, moi, je pense qu'il ne faut pas renoncer à la bataille sur, informer. C'est un effort et il faut mener cette bataille, un peu comme une bataille éducative. Ce dont on parle, les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est notre rue numérique. Avant, le crieur de journal, le logo de Mediapart, c'est un crieur de journal numérique, il était dans la rue à dire « dernière édition, ne loupez pas, dernière nouvelle », etc. Bon, nous, on le fait dans la rue numérique aujourd'hui. Et moi, je suis pour aller dans cette rue numérique, y aller à égalité, parce qu'on est descendu de l'estrade, mais je ne suis pas pour cette idée que les tuyaux doivent nous amener à modifier l'exigence sur les contenus. Je dis ça parce que je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas un seul modèle. Mais quand on a lancé Mediapart, de la même manière qu'on était pionnier sur la bataille sur cette fausse gratuité dont vous parliez tout à l'heure, il y avait cette idée, sur le numérique, tout doit être court. Et moi j'ai dit, mais c'est pas obligé.
Et on s'aperçoit au contraire qu'un article très long, qui aurait la taille d'un article de revue, que vous laisseriez tomber sur du papier parce qu'il fait 4-5 pages d'un journal de France Guyane ou un autre, eh bien sur le numérique, vous le lisez. C'est-à-dire qu'on échappe justement au formatage. Il y a plusieurs formats possibles. Il y a le multimédia, on peut faire de la télé, on peut faire de la radio, on peut faire du son, on peut faire des images, etc. Et donc là, encore une fois, utilisons toutes ces armes, mais nous, journalistes, ne reculons pas sur la valeur du contenu. Alors, oui, est-ce qu'il y a des sujets tabous, des sujets qu'on ne peut pas aborder, des sujets... Ah bon ? La vie privée, c'est une question d'internaute. Non, l'internaute demande est-ce qu'il y a des sujets tabous. Vous disiez, OK, on s'approprie les réseaux sociaux. Ouais. On va y venir peut-être dans la deuxième partie de ce débat. Oui. Mais c'est simple, hein, notre seul code de la route, votre limite, qui est d'ailleurs dans la loi de 1881, hein, quand on rend compte devant un tribunal de ce qu'on fait, c'est est-ce que c'est d'intérêt public ? Est-ce que cette révélation, cette information est utile au débat public ? Au fond, c'est illustrer une vieille formule révolutionnaire qu'on a oubliée de 1789, la publicité et la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public, qui concerne qu'est-ce qu'on fait avec les impôts, qui concerne ce que font nos élus, ce qui concerne le bien commun, doit être public. C'est très important. Tous les pouvoirs, qu'ils soient politiques et économiques, ont tendance à l'opacité. Ils veulent faire ça entre eux. Ils veulent régler ça entre eux. Eh bien, nous, notre rôle, est au service du public, c'est dire non, ce ne sera pas entre vous. Ça doit être connu du public. Alors, en 2 mots, quand même la question de la rentabilité, parce que c'est important hein, pour faire perdurer les modèles, bâtir des fidélités, hein, il faut gagner de l'argent. Si on en perd chaque année, voilà, c'est difficile. Edoui Plenel, vous êtes bénéficiaire sur les 10 ans, je crois, c'est 8 ans de bénéfice, c'est ça ? 11 ans avec une marge bénéficiaire très correcte. 16% de résultats nets par année. Voilà, les chefs d'entreprise apprécieront. Au niveau Pierre Rossovitch de France Guyane, on sait que vous avez été racheté en 2017 hein, par... En juin 2017, par la petite fille, enfin c'est de la famille Hersan. Frettard, qui était la petite fille adoptive du fondateur du groupe Hersan, à savoir Robert Hersan. Voilà, donc aujourd'hui l'actionnaire principal des 3 journaux Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et d'ailleurs, vous changez de maquette hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a changé de maquette. Guyane. On devient FA Guyane. Voilà. Alors, on en est où de la rentabilité ? C'est fragile, Mais ça reste fragile. Heureusement, effectivement, on a Internet qui fait des bons scores, mais au niveau du papier, effectivement, aujourd'hui, France Guyane survit grâce aux annonceurs, grâce à ses lecteurs, aux acheteurs, mais aussi grâce aux annonceurs. C'est la réalité économique de la PQR. Frédéric Farine, site Guya Web. Bon, moi, je suis surtout sur mes enquêtes, mais moi, les chiffres qu'on me donne, c'est je fais pas de management ou de commerce, mais ce que je veux dire, c'est que d'après ce que me disent donc les responsables, on a à peu près 2000 abonnés, ce qui est pas mal pour un petit site en Guyane. On est une toute petite structure, il y a une journaliste qui est à la fois gérante, et je fais des enquêtes. Katia Leissam qui a fondé le site. Hein. Mais ça reste évidemment fragile, mais ça tient depuis quand même 13-14 ans, ce qui est pas mal. On espère toujours progresser. Comment vous dire ? Ah oui, la difficulté, moi, je vais venir à un sujet très guyano-guyanais. Je pense que Mediapart s'est un petit peu heurté à ça quand ils ont débuté. Lorsqu'on sort une affaire, même localement, on sort des petites affaires. Il y a une très belle affaire en ce moment qui fait l'objet d'une demande de dépaysement judiciaire, c'est pas courant. Une affaire de trafic de corruption à la préfecture de Cayenne, qui concerne parmi les mises en examen donc l'ancien chef du bureau de l'immigration. Donc on l'a sorti depuis le 15 novembre. Et puis on a sorti le 15 novembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Une demande de dépaysement parce qu'au cours de l'enquête, lors d'interceptions téléphoniques, ils se sont rendus compte que des magistrats du tribunal de grande instance étaient au téléphone avec des fonctionnaires du bureau de l'immigration de la préfecture, se donnaient quelques renseignements sur l'enquête, etc. Et c'est quand même une affaire extraordinaire. On demande le dépaysement de l'affaire parce qu'on s'interroge sur la connivence présumée. Voilà, on s'interroge sur l'apparence d'indépendance que pourra donner le tribunal, quoi. Et donc, ce qui est un peu difficile pour nous, c'est que c'est vraiment une affaire d'intérêt général. On le sort le 15 novembre. Et je me souviens quand Mediapart, effectivement, à un autre niveau, a commencé à sortir de l'affaire Cahuzac. Moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est que vous aviez des journalistes sur le plateau parisien qui n'avaient absolument pas enquêté, qui se disaient « Ah non, c'est pas possible, ça peut pas être vrai ».
Et là, c'est vraiment des affaires qui doivent être nourries, rebondir, qui doivent être reprises par des confrères. Et donc, quand même, c'est une affaire qui doit passer devant la Cour de cassation d'ici quelques semaines pour savoir s'il dépayse ou pas. Depuis Jean Galmo, je pense qu'on n'a pas vu ça. Et on est les seuls à avoir sorti l'affaire. Donc, c'est pas histoire de se faire mousser en disant la sortie. Il n'y a eu aucune reprise. Ça, c'est difficile à Vous voulez dire que les autres médias locaux, donc, dont nous sommes les représentants ici, ont été passifs sur cette affaire n'existait pas. Voilà. Bon, après, Xavier ? Après, c'est vrai que sur ce dossier, personnellement, moi je pense en tout cas qu'on a eu plusieurs cas où on a été à la fois peut-être juste derrière vous sur certains dossiers. Ça nous arrivait aussi de sortir des dossiers qui ont été repris. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a audience, il y aura traitement. Mais j'entends en tout cas le fait que, quelque part en filigrane, les médias locaux ne font pas assez d'investigation. Et surtout nourrir une information, parce qu'on n'est pas non plus Dieu le Père, c'est-à-dire peut-être des choses nous ont échappé. Quand je parle de nourrir l'information, c'est-à-dire qu'en creusant, peut-être un peu plus loin que nous, en rebondissant, et ben ça fait vivre cette affaire. Parce que là, en fait, ça fait pchit. On dit que les pouvoirs doivent se dire, quand ça sort dans Guya Web, de toute façon, ce ne sera pas repris, ou pas, etc. Donc, c'est pas grave. Moi, on m'a déjà fait les réflexions. Que vous soyez journaliste à Guya Web, dans des lieux de pouvoir, ça ne nous gêne pas trop. Que vous soyez correspondant de l'AFP, ça nous embête davantage. Alors, de l'importance, donc, quand un média en pointe sort quelque chose qui soit relayé par les autres médias. Peut-être qu'on n'a pas eu les sources que vous avez eues, Frédéric Farine. C'est peut-être ça aussi. Pierre, moi, je ne suis pas Edoui. forcément d'accord avec Frédéric Farine, puisque Guyane Première ou France Guyane aussi lancent des affaires qui ne sont pas reprises par d'autres médias. Après, France Guyane, la PQR, ce n'est pas forcément le rôle de faire de l'investigation. On lance des sujets, on fait du factuel. Tous les jours, on sort un journal. Après, aux autres médias aussi de faire le travail. Chacun a son rôle dans la presse, quoi. Alors pourquoi, excusez-moi, pourquoi c'est pas votre rôle de faire l'investigation ? Si, c'est notre rôle, mais je veux dire, nos contraintes journalières quotidiennes ne nous le permettent pas forcément. On a un journal qui sort tous les jours, donc forcément, nous, on va plus rester dans le factuel, dans la vérification des faits. Ça veut dire quoi ? Que c'est difficile de dégager du temps pour un journaliste pour enquêter sur plusieurs jours, concrètement ? Oui, c'est ça, oui, à peu près, oui. Jessie ? Alors, on a souvent eu cette dialectique entre est-ce que c'est une question de moyens ou pas l'enquête. Moi, je pense en tout cas qu'il est sûr qu'il y a une question de volonté. Et puis, derrière, il y a une question d'organisation. On ne peut pas comparer tous les médias. Très concrètement, moi, tous les jours, je sors 3-4 sujets à un rythme quotidien. C'est sûr que pour suivre une enquête, ça m'est déjà arrivé. Hein. On a enquêté notamment lorsqu'il y a eu l'enquête préliminaire du parquet de Paris sur l'affaire entre le député Léné Cadon et son ancienne attachée parlementaire. Bon, je sais qu'on était tous les deux à peu près dans la même période, en contact avec les mêmes personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que ça demande une organisation et que nous, en tant que médias de service public, on appartient au groupe France Télévisions. Guyane Première, on va se le dire franchement, on n'est pas un média d'investigation, on n'a pas vocation à le devenir. C'est vrai qu'on nous attend aussi sur la profondeur des sujets, mais on nous attend sur beaucoup d'autres aspects qui sont liés au fait qu'on est là pour couvrir la proximité, on est là pour couvrir le sport, la culture, l'insertion sociale. Voilà, avant de donner la parole à Edoui Plenel, Jessie Xavier, voilà, c'est ça. Là, j'interviens aussi en tant que journaliste. C'est vrai que Guyane la Première, groupe France Télé, des stations régionales de France 3 sont aussi des médias de proximité. Donc aussi, il faut couvrir... j'allais dire, la rénovation du pont de Sinnamary. On a quand même des dossiers, des sujets qu'il faut couvrir sérieusement aussi. Le cordonnier qui ferme sa boutique parce que personne ne va la reprendre. Vous voyez, des choses comme ça, du tissu humain. Laurent, qui font aussi le lien. Il y a investigué. Mais c'est vrai, que notre chaîne a fait vivre aussi un magazine qui s'appelait Pas Gras pendant 10 ans, animé par Jocelyn Gouache, voilà, où c'était clairement des 26 minutes, des 52 minutes. Où là, il y a eu de l'enquête. Et également, dans l'année, on a aussi des magazines sur notre case d'information et des dossiers de l'info. Plutôt mensuels, c'est vrai. Non, mais Laurent, il y a trois non, juste rapidement, il y a investiguer qui prend beaucoup de temps, mais il y a faire vivre un sujet qu'un média a sorti, c'est-à-dire relayer, en parler, parce que c'est d'intérêt général.
Et le troisième chose, c'est passer sous silence un sujet. Donc on est à un autre niveau là. Ouais. Edoui Plenel. Deux petites remarques. D'abord, y compris de l'investigation. On est ici, c'est le groupe France Télévisions. À France Télévisions, d'ailleurs, c'est dans la foulée du succès de Mediapart. Il y a maintenant Cache Investigation, Envoyé spécial, Élise Lucet. Ça existe et c'est présent. Deuxièmement, pour reprendre une formule oubliée par celui qui l'a beaucoup utilisée depuis qu'il est président, en même temps. En même temps, on peut faire de la proximité, on peut faire ce qui concerne le quotidien des gens, des reportages sociaux, des faits divers, et en même temps avoir ce souci... non pas, il faut bien que ceux qui nous écoutent comprennent, c'est pas le scoop pour le scoop, c'est pas le journalisme qui veut se faire plaisir, épingler un nom, mettre en cause des personnes, c'est vraiment la question de l'intérêt public. Je voudrais juste expliquer ça pour qu'on... Vous avez fait allusion tout à l'heure à ces 4 mois de bataille sur l'affaire Cahuzac, où on avait face à nous le pouvoir politique, un risque parce que la justice, c'est nous-mêmes qui avons alerté en disant mais c'est pas possible, c'est un élément de désordre. Vous avez écrit une lettre au juge. Oui, parce que vous savez, le parquet émet des poursuites. Si on avait révélé un soupçon de trafic de drogue dans une cité, il s'en serait saisi. Donc là, on dit quand même, le ministre du Budget est un fraudeur fiscal, c'est un désordre social. Le patron du fisc, lui-même, viole les règles. Et donc, on a mené cette bataille pendant 4 mois. Quel est le sens de cette bataille? Et là, je reviens à mon idée de tout à l'heure, qui est l'idéal de ce métier. À quoi on sert? Un journaliste qui fait des révélations d'intérêt public est un réformateur plus efficace que n'importe quel éditorialiste qui fait du blablabla de commentaires. Les rapports sur l'évasion fiscale, cette richesse détournée des nations, il y en avait des centaines. Tout 60 à 80 milliards par an. Tout le monde le sait. Vous savez, c'est énorme. C'est plus les avoirs financiers dans les paradis fiscaux, c'est plus que les PIB des États-Unis et du Japon additionnés. Donc, vous pouviez faire tous les rapports, ça ne bougeait pas. Vous révélez symboliquement que le patron du fisc politique est lui-même un fraudeur fiscal, vous gagnez parce que vos infos étaient bonnes et que du coup il est obligé de le reconnaître, et bien là ça fait un séisme. Le parquet financier n'existait pas avant l'affaire Cahuzac. La haute autorité qui demande à tous les élus de dire ça n'existait pas. Et plus que ça, la lutte qui est aujourd'hui plus importante pour faire rentrer de l'argent de cette évasion fiscale, insuffisante, puisqu'on a maintenant un pouvoir qui parle d'optimisation fiscale, alors que c'est de la richesse détournée des nations. Et là, je réinsiste, c'est là où nous tous, où que nous travaillons, on retrouve l'idéal du métier. Tout d'un coup, les gens se disent « Mais ce journaliste, il m'énerve peut-être, j'aime pas forcément ce qu'il pense, mais il est utile, utile. » Alors, question d'internaute, je pense que la réponse est dans la question. S'il n'y avait pas eu de presse libre, est-ce que l'affaire Benalla aurait été connue? Ah non, non, il y a eu la première vidéo, c'était Le Monde, la deuxième, c'était Mediapart, les passeports, puisque c'est l'actualité du jour, les passeports Diplo, c'était Mediapart. Vous savez, le pouvoir n'a cessé de mentir sur cette affaire, n'a cessé de l'étouffer, n'a cessé de protéger M. Benalla. On en apprend tous les jours, c'est un feuilleton. Alors c'est là où il faut faire vivre le feuilleton. Et sincèrement, le feuilleton n'est pas terminé. Vous avez vu ce qu'on a révélé aujourd'hui? Une affaire avec un oligarque russe pendant qu'il est à l'Élysée, dans une société qu'il avait baptisée comment? Mars. Parce que comme je suis au service de Jupiter, ma société où je fais du business, elle s'appelle Mars. À lire sur Mediapart. Alors, pour aborder la deuxième partie de notre débat, sur véritablement les ressorts de démocratie, Pierre. Je voulais juste finir sur ce volet-là en disant que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas d'investigation qu'on ne va pas sortir des informations d'utilité publique. Je pense notamment à France Guyane qui a sorti l'information selon la prise de poste de Jérôme Cahuzac, justement, en Guyane à Camopi. Donc on a aussi des informations d'utilité publique. Il n'y a pas que l'investigation qui le permet, effectivement. Voilà, donc pour passer un peu à la deuxième partie de notre débat, les territoires d'outre-mer sont-ils de vraies démocraties? Où en est-on de la liberté d'informer? On a déjà commencé évidemment à évoquer ces sujets. Je vous propose d'écouter notre deuxième micro-trottoir, lui aussi très intéressant, enregistré par Yves Robin. C'était à Cayenne le week-end dernier. Qu'il soit sur le terrain chaque fois et qu'il nous donne les informations les plus fraîches et exactes. Pourquoi vous pensez que des fois elles ne sont pas exactes? Parfois, il y a les racontars, faut le dire. Il faut que ce soit du concret, quoi. On a beaucoup d'informations, mais on n'arrive pas à se retrouver dans la quantité d'informations qu'on nous donne. Et en Guyane, qu'est-ce que vous en pensez des journalistes? Ça manque un peu de professionnalisme parfois.
En général, on attend que le journaliste soit clair, transparent et qu'il nous donne des informations de façon impartiale. C'est l'essentiel. Et en Guyane ? En Guyane, on n'a pas trop à se plaindre par rapport à ce qu'on voit au niveau national. Vous faites votre travail dans la mesure, dans la limite qu'on vous laisse faire, quoi. Et ça, c'est de toujours. Nous sommes dans un système cadenassé. Vous pensez qu'on a les mains liées ? Pas tout à fait lié. Pas tout à fait lié, mais vous êtes limité. Voilà donc des propos donc du public. Voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent des journalistes ? Frédéric Farine, peut-être système cadenassé. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, vous là, on parle proprement dit de notre territoire, la Guyane. Après, pas hors sol, là. Le système est cadenassé si on accepte qu'il soit cadenassé. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si vous marquez votre territoire, c'est-à-dire que les gens vous connaissent, s'ils savent que vous faites une enquête honnêtement, mais vous irez jusqu'au bout, on ne peut pas parler de système cadenassé. Moi, j'ai connu, dans certains médias où je suis passé, certaines difficultés, parfois à sortir certains sujets, ou parfois des autorités de la préfecture qui choisissent leurs invités, ça arrive en Guyane, et qui refusent de venir si tel invité est présent, ça arrive, ça on peut parler de système un peu, c'est quand même un peu curieux. Mais ce que je veux dire après, je pense que c'est vraiment un état d'esprit personnel, je pense plutôt qu'un système cadenassé, c'est les pouvoirs essaient un petit peu de vous encadrer, il y a beaucoup de services de communication, on répond que par les services de communication. Après, si vous décidez de faire un journaliste d'initiative, je ne pense pas que vous puissiez vraiment être cadenassé. Je ne vais pas contredire Frédéric Farine sur la volonté, parce que j'ai commencé d'abord par dire ça, qu'il y avait effectivement, finalement, une remise en question personnelle que chaque journaliste doit avoir. Mais bon, dans chaque profession, il faut se remettre en question, mais peut-être encore plus dans la nôtre. Donc sur la volonté d'aller plus loin que l'information, on est d'accord. Maintenant, ça ne se résume pas à ça, parce que quand on parle par exemple de système d'omerta, pas qu'en Guyane, dans certains territoires ultramarins, alors oui, dans certains contextes, on parle d'éléments de la peur, mais c'est surtout un entre-soi où chacun se tient. Et pour briser cet entre-soi, plus on est dans une société petite, et plus c'est difficile. Alors, on a beau dire que la croissance démographique est importante en Guyane, quand on prend les milieux économiques, les milieux politiques, les milieux de pouvoir, on est dans l'entre-soi. Oui. C'est un petit nombre de personnes. Et donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'insistance, sans parler du fait que si on ramène à l'ensemble de la population, ça va peut-être pas faire plaisir ce que je vais dire, mais on a un certain défaut de culture démocratique. Moi, j'en ai plein d'exemples. J'ai déjà été enquêté, parce qu'encore une fois, l'investigation, c'est pas non plus la grande enquête du siècle. J'ai déjà enquêté dans des administrations par rapport à des climats, un climat social délétère pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Face aux portes qui se ferment, je demande le nom d'un délégué du personnel et on me rétorque que j'appelle à la délation. C'est des mots forts quand même. Donc pour moi, ça transpire du fait qu'il y a aussi de la pédagogie à faire dans la population. La presse est utile quand on l'utilise. Là, vous parlez d'or. Non seulement on est tous d'accord, et il faut que le public l'entende. Nous, on est des travailleurs de l'information et on se bat partout où on est pour notre indépendance. Il faut nous juger sur pièce. Mais en revanche, il faut dire au public exactement ce que vous dites là. C'est un écosystème, la démocratie. Et notre indépendance, il faut qu'elle soit protégée, au service du public, au service des informations d'intérêt public. Par exemple, en France, donc ici en Guyane, puisque nous sommes dans un territoire français, il n'y a pas de ce qui existe aux États-Unis, un Freedom of Information Act. C'est-à-dire un texte fondamental qui oblige à ce que les informations publiques soient publiques. Chez nous, ça se passe par les documents officiels. La CADA, Commission d'accès aux documents administratifs. Vous savez, par exemple, toute la comptabilité, les frais de campagne, il a fallu que nous, Mediapart, on fasse des procédures allant jusqu'au Conseil d'État pour qu'on y ait accès et qu'on découvre, y compris tout ce que nous découvrons les uns et les autres sur le financement des campagnes. Je vous prends un exemple tout simple. M. Trump attaque l'indépendance de la presse aux États-Unis. Il y a un journaliste de CNN qui ne lui plaît pas, comme peut-être ici, à la mairie ou à la préfecture, il y aura un jour un journaliste qui ne plaira pas. Il a voulu le virer. Qu'est-ce qu'a fait CNN ? Premier amendement américain, Freedom of Information Act, droit fondamental, etc. Ils ont saisi la justice, elle a imposé que les journalistes reviennent à la présidence. Qu'est-ce qui a été fait en France tout récemment ? Là où il y avait les bureaux des agenciers, des journalistes, du bureau de presse à l'Élysée, qui permettaient de voir qui venait à l'Élysée, qui rentrait.
qui étaient visiter le président de la République. Ah ben non, on les a déplacés et on les a mis dans une petite rue à côté où ils ne voient plus rien. C'est une bataille que le public doit mener. Rapidement, Frédéric Farine, avant une question d'internaute. Ouais, pour abonder dans votre sens à tous deux, c'est vrai que la Guyane est une micro-société, donc il arrive qu'on soit confronté dans une affaire à quelqu'un dont on connaît peut-être le père, la mère, c'est très particulier, et ça on ne le verrait pas à Paris. Deuxième chose, par rapport à ce que dit M. Plenel, moi c'est une question que je me pose. C'est-à-dire qu'on a systématiquement des rapports de Chambre régionale des comptes qui sont publics sur les collectivités, etc. Par contre, en revanche, les rapports sur les administrations, préfectures, ARS ou autres, rapports IGA, ça, effectivement, c'est rarement mis en ligne. Ça devrait être totalement devrait être totalement mis en ligne, ouais. Alors, une question d'internaute, est-ce que le propriétaire d'un média peut faire obstruction sur le contenu éditorial, sur l'info qui est publiée? Alors, on a des cas multiples. Ça existe de plus en plus avec aujourd'hui des propriétaires qui ont beaucoup de conflits d'intérêts. Rendez-vous compte. Le Figaro, Dassault. Prenez M. Bernard Arnault, c'est un bon exemple. C'est quand même le Français le plus riche. C'est la 4e fortune mondiale. C'est le premier groupe mondial du luxe, LVMH. C'est le premier annonceur de la presse à cause du luxe. Et il possède aujourd'hui en France, notamment dans la presse, le quotidien populaire, le Parisien, ou aujourd'hui en France, et le quotidien économique, Les Échos. Ce qui fait que quand, par exemple, il est devenu député depuis, notre confrère François Ruffin a fait ce film en forme de pochade, Merci patron, sur comment M. Bernard Arnault a fait sa fortune. Interdit d'en parler dans ses journaux. Interdit d'en parler. Donc là, vous voyez que ce n'est pas des choses... le pouvoir absolu va toujours jusqu'au bout de son absolutisme. Et c'est un danger. Et donc, il faut aussi des dispositions protégeant l'indépendance des rédactions par rapport aux propriétaires. Pour beaucoup de citoyens, dont les propriétaires de journaux, c'est la liberté de la presse, c'est quand on n'est pas concerné, quoi. Oui, d'ailleurs, vous avez vécu une exclusion de l'hebdomadaire La Semaine Guyanaise. Non, on est parti, oui, c'était une... Vous êtes parti, suite à un désaccord sur un papier. Après des années de liberté, ça faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. On a eu beaucoup de liberté dans La Semaine Guyanaise. Et à un moment donné, je dirais même que le patron, qui est en même temps patron du MEDEF, a eu des pressions. Parce qu'un jour, j'ai sorti une affaire judiciaire sur un membre du MEDEF qui était condamné pour agression sexuelle, définitivement, sur mineur, etc. Et donc, c'était pas vrai. Moi, j'avais le jugement. Et 3 jours après qu'on ait sorti cet article, le patron du MEDEF Guyane donc, était convoqué par le MEDEF local pour être exclu du MEDEF parce qu'il ne tenait pas ses journalistes. Et ça, j'ai encore les papiers. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, les pressions étaient trop... Le libéralisme économique n'est pas forcément libéral politiquement. Alors, on ne pouvait pas faire cette émission sans évoquer le cas de ce journaliste peut-être mort pour ses enquêtes en Outre-mer. Il s'agit de Jean-Pascal Coureau, disparu le 15 décembre 1997 en Polynésie. Le rédacteur en chef des Nouvelles de Tahiti enquêtait sur des transferts de fonds suspects mettant en cause Gaston Floss, l'ancien président du territoire. 3 membres du service de sécurité de Gaston Floss sont suspectés. L'instruction est toujours en cours. Frédéric Farine, vous avez été agressé personnellement par le patron orpailleur Jean Bénat, c'était en 2003. Lequel a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende. Là, clairement, c'était vos articles qui étaient visés. Ah oui, à l'époque, je m'en souviens comme si c'était hier, donc c'est mai 2003, et donc je couvrais pour la Guyane Première à l'époque un meurtre à l'arme de guerre. Dans le bourg de Maripasoula, les expertises balistiques étaient claires. Donc une bande armée avait tiré, voilà. Et dans une maison, etc. Et l'enquête avait montré que c'était des gens qui travaillaient pour un patron orpailleur, etc. Et cet orpailleur était cité à l'audience comme témoin principal pour être entendu. Et donc le procureur adjoint à l'audience, le représentant du ministère public, dit il faut faire convoquer ce monsieur pour savoir quels étaient ses liens avec cette personne. Il y avait une personne poursuivie pour meurtre, je crois. Et il ne vient pas à l'audience, il m'attend à la sortie du tribunal. Laurent, vous étiez là, vous étiez témoin, il me passe à tabac. Donc moi j'avais les dossiers de mes enquêtes dans les bras, donc et au bout d'un moment, il y a des gens en civil qui le ceinturent et ils disent non mais c'est pas grave, calme-toi, il le tutoie, etc. Et puis je trouve ça c'est bizarre et j'apprends que c'est des policiers de la BAC. Et donc moi je me retrouve à porter plainte et donc il est reparti à l'époque en 4x4. Personne n'était le chercher pour qu'il puisse être entendu dans ce procès d'assises. Donc c'était assez marquant d'une certaine époque quand même.
Pierre Rossovitch, récemment, un journaliste de France Guyane, a lui aussi été agressé. C'était il y a quelques semaines. Il s'agit de mon confrère Samir Mathieu. Alors ça s'est passé le 31 octobre, la nuit d'Halloween, qui a eu les dérives qu'on connaît. Et donc il s'est rendu sur place et effectivement s'est fait agresser par des jeunes, on va dire, des jeunes délinquants, sans qu'on sache exactement s'il a vraiment été identifié comme un journaliste. Mais le fait est qu'il a été agressé dans l'exercice de ses fonctions, quoi. Jessie Xavier, encore plus récent, deux de nos journalistes pris à partie dans un squat, enfin une zone de squat. Le jour de Noël, effectivement, un reportage sur les fêtes de Noël dans une famille modeste dans ce quartier spontané. Et effectivement, Gaël Ouassim et Pierre Tréfou ont été agressés à cette occasion. La caméra a été volée, ils ont été molestés. Donc une enquête, là encore, est en cours. C'est vrai qu'il y a eu des réactions de la part notamment de certaines personnalités politiques, mais je pense surtout qu'il faut faire une adresse à tout à chacun pour rappeler là encore que le métier qu'on fait, c'est d'abord pour le public, pour le droit à l'information qui est à la base d'une société démocratique. Edoui Plenel, 45 journalistes, c'est ça, à Mediapart, le double à peu près en termes de salariés, 80, 85. Est-ce que vous avez eu des journalistes clairement agressés ou bien des pressions directes ou indirectes, nombreuses et variées? Pression, aujourd'hui, c'est difficile. On s'est donné le moyen de nos obsessions. On n'a aucun fil à la patte. S'il y avait des pressions, évidemment, qu'elles seraient tout de suite dénoncées, rendues publiques. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même... Il y a eu des violences, notamment, je dirais, plutôt pas tant dans les affaires d'enquête, mais plutôt dans la couverture politique, le climat politique. Il y a eu des violences de la part de l'extrême droite, du Front National, pour empêcher qu'on couvre, comme nous avions révélé... Des obstructions, en quelque sorte. Empêcher même que leurs réunions publiques soient couvertes par nous, tout simplement parce qu'on avait révélé leur financement douteux via le Parlement européen ou via des financements russes. Et puis, il y a le climat actuel des manifestations, où il y a des violences inadmissibles contre les journalistes. Je dirais violences de manifestants qui confondent la critique légitime des médias. On n'est pas au-dessus, on a le droit... C'est légitime de nous critiquer, mais la haine du journaliste, c'est autre chose. C'est la haine de la démocratie. La haine globale des journalistes, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le pluralisme démocratique. Mais il n'y a pas que les manifestants. N'oublions pas non plus, et c'est au cœur aujourd'hui de débats de plus en plus importants en France, qui est les violences policières, qui n'ont pas épargné les journalistes, qui n'ont pas épargné les photographes, qui n'ont pas épargné ceux qui rendaient compte de ces manifestations. Et d'une certaine façon, pour moi, c'est plus grave que les violences des manifestants, car ce sont des gens qui sont représentants de l'État, qui sont représentants du droit, qui sont représentants de la loi. Et de ce point de vue, en faisant ces violences illégitimes, eh bien, c'est ça qu'ils abîment. Alors, une question émanant d'un internaute qui est même un avocat, guyanais. Le buzz pour certains médias n'est-il pas une dérive? C'est-à-dire faire le buzz, sur absolument le buzz pour le buzz, un peu, j'imagine, c'est ça le sens de la question. Voilà. C'est une partie des critiques qui nous sont adressées aujourd'hui et qui alimentent effectivement ce désamour qu'on observe vis-à-vis des médias. On a parlé il y a quelques années de l'effet meute des médias qui vont reprendre la même information en cherchant la petite phrase. Effectivement, ça nous dessert clairement. Juste une petite anecdote par rapport à ce climat de violence. Encore une fois, on n'excuse rien, mais et j'en profite parce que Pierre Rossovitch est sur le plateau et j'y ai pensé lorsque j'ai vu cette image de l'équipe à Rouen qui a été frappée lors d'une manifestation. Ça m'a rappelé un souvenir en fait de mon retour en Guyane lorsque j'étais rentré définitivement en 2008. Je travaillais pour France Guyane et nous étions tous les deux, Pierre, partis couvrir les émeutes à la Crique. Donc les jeunes avaient érigé des barricades, mis le feu à ces barricades, la rue Ernest-Prévost complètement bloquée. Et nous, on arrive sur le terrain et on était à 300 mètres. Et d'un seul coup, on commence à être la cible de ces jeunes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un chemin de détour, on est passé derrière des bâtiments. On est sorti, pour ceux qui connaissent, dans le secteur de Texas, au milieu de ces jeunes, ces émeutiers finalement. Et bien, le fait d'avoir rempli cette distance, il y a eu un basculement.
on a pu faire notre reportage. Bon, alors, après, on était du mauvais côté lors de la charge des forces de l'ordre, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai retenu une leçon très forte en termes professionnels, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à cette animosité. Ouais. C'est très fort ce que vous dites. Il faut voir aussi à qui on s'adresse en Guyane, parce que vous savez qu'il y a quand même une énorme frange de la population qui est un peu en position de survie, quoi. Et donc, la liberté de la presse, etc., ça passe peut-être... Il y a d'autres priorités, quoi. Donc, c'est vrai que là, on se retrouve parfois... mais je pense que les gens, peut-être, qui pratiquent la violence, pour ce qui va arriver... bon, moi, j'ai essayé un petit peu d'avoir l'info sur cette affaire, sur vos 2 collègues récemment. Ça peut être simplement quelqu'un, parfois, qui n'a pas envie d'être filmé, parce qu'il est peut-être un peu connu des services de police ou autre. Voilà, là, ce n'était pas le cas, puisqu'ils avaient appelé les collègues, visiblement, dans un piège, quoi. Ils avaient appelé les collègues pour témoigner. Oui, mais c'est bien ça. Oui, mais ce que me racontaient vos collègues, c'est qu'après, en fait, ils voulaient vraiment savoir s'ils étaient sur le film. C'est juste ce que vous dites, mais c'est vraiment une bataille qu'on doit mener, parce que c'est à nous de reconquérir la confiance. C'est pour ça que c'était très fort ce que vous dites, faire le chemin, aller vers l'autre, puisque notre métier, c'est de se déplacer, c'est de ne pas être enfermé avec les puissants, c'est de traverser tous les milieux, de rendre compte, et je dirais que c'est quelque part un privilège de ne pas être assigné à résidence. Mais je voudrais rappeler un symbole tout bête. Quand vous allez à Paris, vous passez place de la Bastille et vous voyez une colonne. Alors on pense que c'est la Bastille, la Révolution française. On oublie, non, c'est pas la Bastille. C'est les journées de juillet 1830, ce qu'on appelle les Trois Glorieuses. Il y a 500 dépouilles au pied de cette colonne. C'est des ouvriers, des artisans de ce qui était, vous parliez de la Crique, des quartiers vraiment populaires et en partie miséreux du Paris du début du 19e siècle. Alors pourquoi ils sont morts, ces gens? Alors qu'il y avait le travail des enfants, qui n'avaient pas les lois sur la durée du travail, qui n'avaient pas le repos hebdomadaire, qui avaient des fabriques, qui avaient une exploitation terrible. Ils sont morts pour la liberté de la presse. Ils sont morts contre les ordonnances de Charles X qui limitaient la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'à cette époque, le monde ouvrier et plus, par certains aspects, la plèbe, pas le monde ouvrier organisé, s'est dit... C'est important d'être informé, c'est important de savoir. Alors, c'est une bataille, il faut que nous méritions ça, et je veux dire, ça n'est pas automatique, mais c'est décisif. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de droits sociaux sans ces libertés fondamentales. Avant de donner la parole à Pierre Rossovitch de France Guyane, une remarque d'internaute qui fait un peu écho, une question: pourquoi plus de faits diversiers, les journalistes un peu chargés du fait divers, que de journalistes d'investigation? Alors c'est un peu un appel aussi à ce qu'on ait plus de journalistes qui enquêtent. Alors on sait que traditionnellement, la PQR a toujours 1 ou 2 faits diversiers ou plus en fonction des effectifs. Pierre Rossovitch, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de vous répondre, je voulais juste dire quelque chose, c'est que la violence envers les journalistes, elle ne doit pas non plus être légitimée par des personnalités publiques. Récemment, le journal France Guyane a été l'objet d'un appel au boycott d'une association qui trouvait qu'on n'était pas assez militant. Et ça, dans leur sens. Oui. Voilà, qu'on n'allait pas rester dans leur sens, certainement. Et je pense que ça peut être mal interprété par certaines personnes qui peuvent voir là un appel à la violence. Pour répondre à votre question, effectivement, la PQR a toujours... Les faits divers dans la PQR ont toujours existé. Nous, à France Guyane... Presse quotidienne régionale. Presse quotidienne régionale, pour notre public. Nous, à France Guyane, on sort un journal 6 jours sur 7. Donc on analyse forcément ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Et malheureusement, on se rend compte, et de tout temps, que les faits divers attire plus les lecteurs que des sujets, par exemple, économiques ou politiques. Edoui Plenel. Oui, en quelques mots. Moi, j'allais dire en rigolant que parfois un fait divers peut donner lieu à une affaire d'État. C'est quoi l'affaire Benalla? C'est un fait divers au départ. Oui. C'est un type qui se prend pour un policier et qui cogne des opposants politiques. Et puis, ils ont étouffé pendant 2 mois la vidéo et on découvre que ce type est un collaborateur. On tire le fil. Et on tire le fil. Mais, et je voudrais dire, parce que c'est très juste aussi, parce qu'il y a parfois cette violence d'en bas, mais en effet, il y a le mauvais exemple d'en haut. Des politiques, des élus n'ont pas le droit de discréditer l'information. Ils doivent reprendre cette formule, il nous faut une presse libre et indépendante. Pas arrêter de dire « soyez responsables, soyez... » Non, nous sommes un élément de désordre et nous sommes là pour les déranger. Pourquoi je vous dis ça? Quand M. Macron est venu dire qu'ils viennent me chercher dans l'affaire Benalla, vous vous souvenez? Bien sûr. En plein mois de juillet, vous savez ce qu'il a dit? Les journalistes ne cherchent plus la vérité.
alors que c'était lui qui essayait de couvrir les mensonges dans cette affaire. Donc, arrêtons ça. Une presse libre et indépendante, ils doivent le dire, c'est un droit fondamental et ils sont élus dans le cadre de ce droit fondamental. Frédéric Farine. Pour rebondir sur le fait qu'il y a peu de presse d'investigation, c'est parce que la presse d'investigation, c'est très fastidieux et ça prend énormément de temps. Donc c'est très difficile à l'organiser. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je suis tombé sur un dossier d'instruction complet, l'instruction terminée, passionnant, que j'ai récupéré il y a quelques mois, on va dire tombé de la colline de Montabaud, et qui met en examen donc, le père d'un élu local pour l'incendie volontaire d'un carbet d'écologistes. Et c'est très très intéressant parce qu'il y a eu la même histoire il y a plusieurs années avant, et il y a eu la même histoire avec le même modus operandi avec une personne condamnée quelques années avant. Et on se rend compte que dans le dossier d'instruction, on n'est pas revenu voir sur ces affaires. Alors, ce qu'on ferait dans la première série B policière qui passe à la télévision. Cold case. Et alors, moi, ça m'a pris... Je me suis dit, dans quelle galère tu es encore allé te mettre? Et en même temps, c'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte derrière ça que la justice n'a pas toujours les moyens d'aller au bout elle-même de ses investigations. Et c'est là que l'intérêt est public, parce qu'on se rend compte parfois, on se dit, mais quelqu'un est renvoyé en correctionnel, mais est-ce qu'il y a vraiment les charges suffisantes pour... Et je pense que là, on est dans notre rôle, mais ça se fait peu, parce que c'est un travail harassant, et en même temps, je me dis, mais moi, j'ai eu un dossier d'instruction, mais le juge du tribunal de Cayenne, qui a 134 dossiers ouverts, comment il fait? Et derrière ça, on se rend compte que la justice est faillible parce qu'elle a sans doute pas assez de moyens. Alors, une dernière question d'internaute. Y a-t-il de la place pour un nouveau média en Guyane? Peut-être que cet internaute sous-entend pour faire de l'enquête, justement. À votre avis, je ne sais pas, Jesse Xavier. Ce qui est sûr, c'est que, vous savez ce qu'on dit, les métiers qui existeront dans 20 ans n'existe pas encore aujourd'hui. Donc le visage de la presse de demain, bien malin qui peut le prédire. Est-ce qu'il y a de la place? Oui, à condition d'être au rendez-vous d'une attente, c'est-à-dire de proposer un contenu qui amène un intérêt. Ouais, qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Edoui Plenel, nous sommes forcés de conclure, on va vous laisser la parole. Est-ce qu'en analysant un peu les Outre-mer, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais vous avez eu dans votre enfance, j'allais dire un mini-traumatisme, voire même carrément un traumatisme, c'est votre père qui était vice-recteur en Martinique. Une empreinte. Parce et que qui a été muté de force du jour au lendemain, c'est ça quasiment, parce qu'il a eu des sympathies avec le milieu anticolonialiste en Martinique. Et puis surtout, il a été un haut fonctionnaire qui a protesté contre une répression injuste dont 3 jeunes collégiens avaient été la victime en décembre 59. Voilà, alors ça vous a marqué, évidemment, on n'en est plus là. Je pense qu'il faut être quand même aussi réaliste et pragmatique. Mais est-ce que les Outre-mer n'auraient pas besoin, qu'allais-je vous dire, peut-être de plus d'enquêtes de Mediapart, on le disait, et peut-être d'un développement général de l'investigation pour sortir de l'entre-soi? Mais les Outre-mer, j'allais dire, dans le climat actuel, comme le Brésil, comme les États-Unis, comme la Turquie, attention, hein, le monde alentour est un monde où on est en train de mettre en cause ce droit de savoir. Et les journalistes, quand M. Erdogan fait le cours autoritaire de la Turquie, les premières personnes qu'il met en prison, ce n'est pas des opposants politiques, c'est des journalistes. Le prince soi-disant moderniste qui est au cœur du scandale des énergies fossiles, je veux dire du pétrole, M. Mohamed Ben Salman, là, en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'il a fait? Ce confrère-là, qui a été assassiné au consulat en Turquie, ce n'était pas un opposant politique, c'était un journaliste, Khashoggi. C'était un journaliste de bonne famille, mais qui à un moment dit il faut que les choses changent. Donc nous avons des défauts, nous sommes critiquables. Et c'est pour ça qu'il y a un pluralisme des médias. On a le droit de choisir son média. Mais n'oubliez pas, celles et ceux qui nous écoutent, que nous sommes au cœur de ce droit fondamental. Et que les cours autoritaires que nous voyons aujourd'hui au service d'intérêts économiques socialement minoritaires, avec l'idéologie identitaire qui vont avec, leur cible, et vous le voyez dans la bouche de M. Trump, chez M. Bolsonaro et plein d'autres, c'est cette liberté de la presse, c'est le travail indépendant des journalistes. Merci Edoui Plenel et l'ensemble des confrères des différentes rédactions. Merci donc d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée. Merci. Sur Guyane, la première. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet.